Alors, bonjour tout le monde et bienvenue à Franchement les Tourneaux. Alors, comme à l'habitude, cette semaine, on a un programme qui est chargé, mais qui va être diversifié puis qui va être un peu nouveau, vous allez voir. Des nouvelles choses à vous proposer. On va aller jouer du côté documentaire, un peu le monde de la culture, bien sûr. Avec quelqu'un qui a quand même du métier. Je le découvre ce midi parce que, honnêtement, je le connaissais pas. C'est Laurence Turcotte-Fraser qui est juste à côté de moi. Salut, Laurence. Salut, salut. Qui va nous parler de pétrole tantôt, mais Absolument. qui m'a dit tu devrais, inviter Sébastien Trahan qui va sortir très, très bientôt. Là, on va essayer de le prononcer comme du monde, le Code of Misconduct. Écoute, tu pourrais animer en anglais. Non, pas en tout. Peut-être un concours de beauté. C'est qui ça, Misconduct? Ouais, c'est les codes de la méconduite. De la mauvaise conduite, qu'on pourrait dire en français. Donc, c'est un jeu de mots sur le code de conduite. C'est un documentaire où est-ce qu'on a suivi le procès de des 5 joueurs de hockey junior Canada qui a eu lieu à London cet été. Un procès pour agression sexuelle. Fait que ça va paraître, là. Ça va être au Hot Docs en première mondiale ce week-end, dimanche soir. OK. Donc, deuxième partie de l'émission, on va aborder ça parce que tu as fait bien d'autres affaires aussi. Puis il y a un truc que je veux te jaser, moi, parce que tu as fait un truc que moi, j'ai appris. Le fondateur de Vice, à l'époque, Vice qu'on a connu à Montréal, à l'époque d'Urbania, Le Voir, tout ça, qui a fondé les Proud Boys aux États-Unis. Ça, Oui. ça m'a jeté par terre. Gavin McGinnis, que j'ai fait un documentaire qui s'appelle It's Not Funny Anymore et qu'on peut visionner sur Gem. Fait qu'on parle de tout ça dans la deuxième partie de l'émission. Puis Laurence va boucler la boucle à la fin. Mais là, j'ai Marie-Ève Martel qui est en Allô? ondes. Ouais, Prof- les jeux de mots, ça m'a vendu. Journaliste, travailleuse autonome, professeur. Hein, t'enseignes, là, en ce Oui, moment? chargé là? de cours. La session Chargé finit de cours. lundi. Chargé de cours, oui. Bien occupé. Toujours. Puis tu vas nous faire, après mon petit édito, là, ta chronique. J'aimerais ça qu'on parle de Rebel News, Oui. mais je veux pas t'enfermer juste là-dedans. On va parler, en fait, de 2 décisions du Conseil de presse sur qui est un média qui ne l'est Ouais, pas et ouais, les c'est ça. conséquences que ça a aussi, ces décisions-là. Parler de militantisme à travers tout ça. Excellent, excellent. Donc, tout de suite après la première pause, on va aborder ces questions-là. Moi, je voulais revenir quand même sur, rapidement, là, les nominations au Conseil des ministres de la nouvelle première ministre du Québec, Mme Fréchette. Comment on disait ça dans le temps? Bonnet blanc, blanc bonnet. Hein? Alors, donc, on nous avait annoncé un vent de fraîcheur, mais en même temps, on aurait été bien étonné qu'il y ait une rupture là avec les années de François Legault. Oui, c'est vrai, Mme Fréchette a un autre profil, tout ça. Quoique, elle vient des chambres de commerce, n'est-ce pas? On ne peut pas prétendre qu'on a un vent progressiste qui va souffler sur le Québec avec la nouvelle première ministre. En même temps, il y a eu quelques annonces quand même surprenantes. Je veux revenir sur celle pas surprenante, mais qui marque quand même l'actualité, celle de Bernard Drainville, qui va être à l'économie et à l'énergie. Et ça, je veux juste rappeler au public qu'à l'époque, c'était du nouveau, ça, parce que François Legault, à la demande de Pierre Fitzgibbon, avait fusionné toute la question énergétique à la question économique. Et bien du monde avait dit, « Oh, attention, là, parce qu'énergie, vous pensez à quoi? Vous pensez à Hydro-Québec, n'est-ce pas? Vous pensez à votre facture d'électricité? » Et les gens avaient dit, oui, bien sûr, l'énergie, ça fait partie du développement économique, mais ça ne peut pas être qu'au service du développement économique. Et ça avait brassé pas mal à l'époque. Et moi, je m'attendais peut-être à ce qu'on sépare les eaux. Ben non, non seulement on a donné l'économie et l'énergie à M. Drainville, mais rappelez-vous que Mme Fréchette n'a pas fermé la porte à la question du gaz de schiste. On pensait que c'était bel et bien enterré au Québec. Ben non, ça a l'air que Donald Trump, il fait des petits un peu partout. En ce jour de la Terre, d'ailleurs, où normalement on devrait prendre conscience collectivement qu'il y a un sérieux problème avec notre planète. Hein, tout le monde dit « On comprend plus la température, il fait beau, il fait chaud, il fait fret, les érables. » Moi, j'ai mes voisins à mon chalet qui entaillent à chaque année, qui disent que ça a duré à peine une semaine parce que, évidemment, les érables, eux autres, ils ont de la misère à comprendre ce qui se passe avec le climat. Mais tout va bien, Madame la Marquise. Bill drill, bébé drill, comme disait Donald Trump. Ben, on est vraiment là-dedans encore avec Monsieur Drainville Mais la question, et M. c'est Carney. do we give a schist? Ouais. Tant qu'à faire dans l'anglais ce midi. Elle est bonne. Mais tout ça pour dire donc que en ce jour de la Terre, il y a quand même là une prise de conscience à faire collectivement sur une question aussi fondamentale. Je recevais encore récemment les gens qui se battent contre le prolongement du port de Montréal à Contrecœur et qui posent clairement
la question du monde dans lequel nous vivons, c'est-à-dire un monde axé toujours sur plus de consommation, hein, parce qu'on prétend que le port de Montréal n'est pas assez gros alors qu'il traite à peu près le même volume depuis 10 ans, c'est-à-dire qu'il stagne. Mais non, M. Carney dit qu'il faut diversifier les marchés parce qu'on ne peut plus dépendre des États-Unis, mais donc on va exporter puis on va importer davantage de bébelles qui viennent de où? Qui viennent du Bangladesh, qui viennent de l'Inde, qui viennent de Chine et qui sont fabriqués, faut-il le rappeler, par des travailleurs qui sont à peu près pas payés et souvent même par des enfants. Fait qu'à un moment donné, être dans une orientation très productiviste, axée sur notamment le pétrole, le gaz et tout le reste, ça nous interpelle pas à peu près. Toi, M. Trahan, le jour de la Terre, ça te parle-tu encore, même avec Donald Trump? C'est plus important que jamais. Puis je pense qu'il faut le rappeler aussi, c'est que les changements climatiques, c'est aussi une opportunité. Parce qu'un changement de mode de production, c'est un moment où est-ce qu'on va pouvoir créer des emplois, créer des opportunités. Et c'est un moyen qu'on va pouvoir convaincre l'ensemble de la société d'embarquer dans ce projet-là, en montrant les opportunités qui sont énormes. Puis on a la chance au Canada puis au Québec d'être dans les premiers à pouvoir s'implanter dans ces domaines-là. Donc c'est important pour nous d'être des leaders. Puis les prochaines élections, ça va être un moment de voter selon nos convictions. Toi, Laurence, tu vas nous parler de pétrole tantôt. Je ne veux pas te couper, là, mais le jour de la Terre, tu y crois-tu encore? Mais je crois qu'on n'aura plus le choix de faire attention à la Terre. Parce que, je sais pas, s'il y avait George Carlin qui avait fait un spot, c'est un humoriste américain, mais qui disait la Terre va continuer à tourner même si on n'est plus là. Ah, absolument. On va, si on n'est pas capable de prendre notre place puis de faire attention à ce qu'on a déjà, ben on va juste tout perdre d'une shot. T'sais. On va se débarrasser de nous autres. C'est un peu comme la grenouille, le principe de la grenouille qui nage dans du beurre, qui nage dans du lait, puis qui commence à devenir du beurre. C'est que si la transformation dans ma tête va arriver plus vite qu'on le pense, mais s'il va y avoir un point de non-retour, puis on oublie ça. Moi, quand j'étais jeune, je me rappelle, là, j'étais au secondaire, puis il disait dans 40 ans, il n'y aura plus d'essence. On est 40 ans plus tard, puis tout le monde s'est mis la tête dans le sable, puis je pense qu'on va avoir un retour à la réalité assez marqué. La grenouille dans du lait qui devient du beurre, ça, c'est la première fois que je l'entends. C'est une souris, en fait, l'original. Parce que la grenouille, elle va dans l'eau, puis t'as fait bouillir, parce qu'elle n'aperçoit pas que la température de l'eau augmente. Vous avez raison. Ben écoute, le mix des deux, ça veut dire qu'il est minuit à une tout le temps. Ah, ouais. Fait que, OK, donc après la pause, on revient avec Marie-Ève Martel, puis on va jaser du monde des médias. On est de retour à Franchement les tournois. Alors, comme je l'ai dit en début d'émission, il y a Sébastien Trahan et Laurence Turcotte-Fraser qui sont avec nous et qui vont intervenir dans la deuxième partie de l'émission. Mais là, maintenant, on est rendu à la chronique de Marie-Ève Martel. Salut! En forme? Ben ça va très bien. Yeah! Alors, tu nous parles de... Je te parle de 2 décisions qui ont été publiées par le Conseil de presse il y a 2 semaines, le 8 avril dernier, sur des médias comme Montréal Minute et le Journal de Sherbrooke et Rebel News. Donc, on va commencer par Montréal Minute et le Journal de Sherbrooke, qui sont 2 médias qui ont fait les manchettes dans les derniers mois parce que leur modèle d'affaires reposait sur reprendre des informations diffusées dans des médias traditionnels qui embauchent des vrais journalistes pour réécrire la nouvelle à l'aide de l'intelligence artificielle. Donc, avec ChatGPT? entre autres. Donc, ça avait fait jaser ça au mois d'octobre parce que le Journal de Sherbrooke, est arrivé en grand dans la région de Sherbrooke et on se rappelle, il n'y avait pas de journalistes. Donc, l'équipe de journalistes sur le site, c'était des personnes, des avatars qui ressemblaient à des vrais journalistes avec des noms qui ressemblaient étrangement à ceux de vrais journalistes, mais c'était des personnes qui n'existaient pas. Et à l'époque, le fondateur Tim Godreau, lui, avait dit que c'était pour protéger l'anonymat de ces journalistes parce que des journalistes qui publient anonymement, donc, ne sont pas accusés d'être biaisés ou partiaux. Évidemment, ça va à l'encontre du guide de déontologie des journalistes qui dit qu'on doit exercer notre travail à visage découvert. Puis il y avait, la question du plagiat, la question du droit d'auteur. Est-ce qu'un journaliste... qui va pas sur le terrain chercher ses infos puis qui repique les renseignements de d'autres médias est vraiment un média. Et donc, il y a eu des plaintes à l'endroit des médias qui font ça. Ça veut dire, là, juste pour bien comprendre pour le public, mettons, il y a un journaliste d'enquête au Journal de Montréal qui monte un dossier X. On reprenait, mettons, l'article ou les articles, puis là, on les transformait, donc on les dénaturait un peu. Puis là, oups, il apparaissait sur... Comment t'appelles ça? Le Journal de Sherbrooke.
Le Journal de Sherbrooke. C'est ça. Donc, c'est un site d'actualité locale. Il y avait des OK. articles de la presse qui avaient été repris. Puis, il y a des gens qui avaient été techniquement interviewés par le Journal de Sherbrooke parce qu'ils étaient cités dans les articles qui disaient non, moi, j'ai jamais parlé. Oh là Et là. M. Godreau, lui, avait dit ben une fois que la déclaration, elle est publique dans un média, elle est publique. Ouais, mais non, tu n'as pas fait l'effort de le faire. Moi, j'ai parlé plusieurs fois avec M. Godreau, qui, depuis, a engagé des personnes pour être ses journalistes, des personnes qui trouvent que les médias traditionnels sont pas bons, dont un ancien candidat du Parti populaire du Canada. Ah, mon Dieu. Mais là, c'est comme, il s'est corrigé, il fait plus ses textes avec l'IA, il engage des gens, puis... mais bref, entre-temps, il y a eu une plainte au Conseil de presse, et le Conseil de presse a statué que la plainte n'était pas traitable parce que le Journal de Sherbrooke n'est pas un média d'information professionnelle qui embauche des journalistes. OK. Donc, ce qu'on dit, c'est que, par définition, l'intelligence artificielle se nourrit de contenus déjà existants. Elle ne peut pas aller sur le terrain et n'a aucune conscience. Dans ce contexte, l'IA est l'antithèse du journalisme. Et donc, ce qu'on dit, c'est que l'utilisation d'avatars, de pseudonymes, de faux profils de journalistes par le Journal de Sherbrooke est incompatible avec la notion de servir le public. On est plutôt ici dans une démarche de tenter de l'induire en erreur. Comme il n'y a pas de démarche journalistique pour aller chercher et vérifier l'information parce que tout est remâché avec l'intelligence artificielle, le Conseil de presse considère que ce n'est pas un média d'information. Donc, c'est-à-dire que s'il y a des citoyens qui portent plainte au Conseil de presse contre le Journal de Sherbrooke, le Conseil de presse ne traitera pas les plaintes. C'est la même chose pour les sites comme Montréal Minute, qui en a beaucoup sur Montréal Facebook. Minute, ça, là. c'est comme Sherbrooke, machin. Là. Ouais, ben c'est ça. C'est un autre type, là, OK. une autre plateforme qui reprend les nouvelles de d'autres médias et qui les remarche grâce à l'IA pour avoir un revenu, notamment au niveau du clic, du publicitaire. Puis ce qui est fâchant, c'est qu'eux ont accès à la plateforme de Facebook, alors que les vrais médias n'ont pas accès à Facebook. Donc, c'est ça. Là, c'est pas un peu contradictoire? Parce qu'ils Effectivement. ils prennent le travail des journalistes pour les réutiliser de façon... C'est ça. Oui, je sais. C'est ça. Mais vous avez Mais- aucun recours. Puis là, ben, en fait, ce qui est maudit avec ça, c'est qu'effectivement, comme mon collègue Michael Bergeron de La Tribune a signé dans une chronique, lui dont le collègue a été pratiquement cloné par le Journal de Sherbrooke dans ses débuts, dit, ben, c'est qui va défendre le public de cette désinformation-là? Tu sais, qui va protéger Bien sûr. le public? Si le Conseil de presse ne se saisit pas de ces plaintes-là, qui va agir contre ces gens-là qui prétendent faire de l'information? Tu sais? Donc, il y a cette pratique-là qui émerge. On appelle ça, parce qu'il y en a partout dans le monde, on parle par exemple de pink slime journalism, masquerading as local news, du scraping. Donc, ça, c'est le fait d'aller chercher là, l'information sur les sites pour faire autre chose. Donc, il y a déjà ça d'un côté, ces médias fantômes-là. OK. Mais j'aurais une question avant que tu passes à l'autre. Oui. Rapido, je m'adresse à l'enseignante en journalisme. Oui. Parce que là, tu donnes quand même un exemple assez gros, là, tu sais, où il y a carrément que de l'intelligence artificielle. Mais rapidement, c'est quoi le code de déontologie en journalisme par rapport à l'IA? Parce que ça peut être facile de mettre des idées qui sont les tiennes à ChatGPT puis de dire « Fais-moi donc une belle petite chronique ». Oui, Hein? ben, l'essentiel, en fait, c'est que le travail du journaliste, il doit d'abord être transparent envers le public. Donc, si tu utilises l'IA, Faut que tu le dises. faut que tu le dises. Y en a-tu qui font ça, dire qu'un texte a été... Oui, bien, si tu regardes, là, justement, dans mon cours, j'ai reçu Olivier Robichaud, le rédacteur en chef de Métro. Il utilise l'intelligence artificielle pour faire ce qu'il considère des nouvelles à faible valeur ajoutée, pour se libérer du temps, pour faire des contenus qu'il considère à grande valeur ajoutée. OK. Oui, puis Non. dans beaucoup d'articles en ce moment, on peut voir des petits tirets qui étaient une ponctuation qui n'existait pas Ouais. il y a un an dans aucun manuel francophone. Personne Ouais. n'utilisait ça au Québec. Mais il faut- Et c'est beaucoup, ça vient beaucoup de l'utilisation de ChatGPT. Le plus important, c'est surtout qu'il y ait un être humain qui vérifie le contenu pour s'assurer qu'il n'y ait pas de fausseté. Ben oui. Tu sais, je veux dire, quelqu'un qui ne sait pas écrire puis qui écrit ça avec ChatGPT, bon, tu sais, à un œil averti, va finir par s'en rendre compte. Ouais. Mais on ne peut pas soustraire le traitement journalistique, c'est-à-dire la collecte d'informations, aller chercher les renseignements, aller chercher les données, aller rencontrer des gens. L'intelligence artificielle, ce n'est pas un humain, ça n'a pas le jugement d'un humain et ça ne peut pas traiter des histoires profondément humaines. Ça serait plate en maudit. Non, tu sais. tout à fait. On s'entend là-dessus. Mais Mais bref. je voulais quand même préciser au niveau de la pratique, parce que des fois, il y a des nuances de gris là-dedans. Ben, hein. je te dirais que la profession en ce moment est vraiment dans une phase d'exploration. Donc, elle garantit la transparence pour maintenir un lien de confiance avec le public, mais elle se donne une liberté d'expérimentation. Puis on voit des fois des reportages ou des projets qui émanent de ça parce que ça va rester, ça va être là. Donc, on va apprendre à l'utiliser, mais il faut l'utiliser de OK. façon déontologique.
OK. Deuxième point. Oui, Rebel News. Rebel News. Donc, deuxième, on en a entendu parler récemment parce que C'est un vrai journal, ça? C'est un vrai média? J'y arrive. Donc, on en a entendu parler parce que Paul Saint-Pierre Plamondon est allé voir Alexandre Lavoie de Rebel News. Puis ça a créé beaucoup de réactions. Exact. Mais donc, la même journée qu'elle a rendu une décision à l'endroit de médias comme Journal de Sherbrooke et c'est Montréal Minute, le Conseil de presse a rendu une décision aussi à propos de Rebel News. Et voilà, ce n'est pas non plus un média reconnu et donc le Conseil de presse ne traitera pas non plus les plaintes qui concernent Rebel News. Et là, on explique que sur le site même de Rebel News, on se vante des fois aller parfois au-delà du simple reportage. Nous pouvons lancer des campagnes de financement participatif, des campagnes, des lettres ou des pétitions pour soutenir les personnes touchées par les événements que nous couvrons. Nous pouvons aider à trouver une assistance juridique pour les gens qui font face à des accusations, des amendes injustifiées. Nous pouvons également organiser des actions de sensibilisation du public, y compris en recourant à des techniques de marketing guérilla. Mais on vient dire, nous agissons ici non pas en tant que militants, mais en tant que journalistes engagés. Donc ça, je pense que c'est un très bel oxymore. Hein? Un journaliste engagé n'est pas un journaliste. Et le Conseil de presse a statué là-dessus que l'activisme est incompatible avec la pratique du journaliste. Et donc, on dit les médias militants comme Rebel News ont certes le droit à leur liberté d'expression. Ils ne devraient cependant pas induire le public en erreur en prétendant faire du journalisme. Mais c'est intéressant ce que tu dis là, parce que tu vois, moi, par exemple, j'ai absolument pas la prétention de faire du travail journalistique au sens où j'interviens comme commentateur, chroniqueur. Mais je suis aussi un militant, là. Mais je l'assume, moi, je le dis, là. Tu sais, je me positionne. Mais je pense que c'est ça la différence, c'est la transparence qui est importante d'avoir. Parce que quand tu entends le nom Rebel News, tu as l'impression que c'est des nouvelles. Mais tu sais, des gens comme toi, comme Martin Bédard, dans notre spectre idéologique, il y en a plein dans les médias qui prennent des positions extrêmement orientées. Et les éditoriaux, les chroniques ont toujours fait partie de notre environnement médiatique. Mais quand on lit un article de journal, on s'attend à une vérification des faits. Ben oui. Absolument. Et moi, quand j'enseigne à mes étudiants la différence entre les deux, j'ai une image assez simple. Le journaliste, c'est une lampe de poche. Il met en lumière une situation, alors que le militant est une allumette. Il y a une lumière, mais on vient mettre le feu aussi. L'Iskra. Hein, le journal révolutionnaire en Russie s'appelait l'Iskra, l'étincelle. Ah, bon, ben tu vois. Donc, il y a la flashlight, il y a l'allumette. Et dans le fond, d'un côté, en journalisme, on démontre, on laisse parler les faits, alors quand le militantisme, lui, dénonce et fait parler les faits, et il oriente son travail, finalement, en fonction de ses opinions et la cause qu'il veut défendre. Donc, le journalisme est instrumentalisé dans le cas du militantisme. OK, mais si tu permets, parce que puis je sais que tu ne prends pas parti politiquement, mais j'aimerais ça quand même t'entendre. Le fait qu'un chef de parti politique accepte de donner une entrevue, parce que ça a suscité beaucoup de débats. Là. Il y a des gens qui ont dit, ben oui, mais c'est comme s'il allait au balado de Les Tourneaux ou au balado d'Olivier Primo. D'ailleurs, je pense qu'il l'a fait, PSPP. Là. Mais as-tu une opinion là-dessus? Ben en fait, au Canada, il n'y a pas d'ordre professionnel. Tout le monde peut se prétendre journaliste. Là, bon, le Conseil de presse a statué que Rebel News n'est pas un média journaliste. Donc, tu sais, je veux dire, c'est une tribune comme une autre. Et probablement que si M. Saint-Pierre Plamondon est allé à Rebel News, c'est qu'il a fait le calcul politique qu'il allait rejoindre là-bas des auditeurs, un public qui lui serait sympathique. Donc, lui, son calcul politique est tel. D'un point de vue journalistique, ben nous, évidemment, on ne considère pas que Rebel News est au même niveau que Radio-Canada, le Journal de Montréal, Le Devoir, La Presse, parce que ce n'est pas un média d'information. Mais donc, probablement qu'il est allé là et l'important, en fait, puis moi, je n'ai pas regardé son entrevue, c'est de voir est-ce qu'il a été confronté ou c'était de la complaisance. Moi, je pense que c'est surtout ça qu'il faut regarder parce que quelqu'un qui aspire à devenir premier ministre du Québec, ou ça pourrait être aspiré à devenir ministre, à devenir maire, peu importe, quelqu'un qui veut représenter et gérer des fonds publics, doit être confronté pour s'assurer que ses idées sont cohérentes, puis qu'il y a un plan de match, puis que finalement, il y a la tête de l'emploi. Mais moi, je pense que le test, c'est pas si l'entrevue de Rebel News a été confrontée, c'est est-ce qu'il accepte des entrevues de journalistes traditionnels. Parce qu'on a vu de Poilievre pendant la campagne fédérale qui refusait beaucoup d'entrevues de médias traditionnels. Et c'est là qu'on pouvait soulever des doutes.
qu'un politicien diversifie pour aller rejoindre des publics qui sont plus difficiles à aller rejoindre parce qu'on le sait que nos médias traditionnels ils sont vieillissants. La population au Québec, en général, sont vieillissants. Donc, il y a certains moyens d'aller rejoindre des gens comme à l'époque, des politiciens allaient danser la claquette en faisant la variété. Là, ils vont aller dans des podcasts. Mais est-ce qu'ils acceptent d'aller voir des journalistes sérieux? Je pense que PSPP le fait. Et malheureusement, c'est là qu'ils se perdent parce que s'ils sont confrontés, c'est qu'ils sont probablement face à un auditoire qui n'est pas acquis. Et c'est là qu'ils feraient des gains. Parce que si tu continues de juste t'adresser à tes sympathisants, tu ne feras pas de gains. Hey, je suis curieux parce que moi, j'ai fréquenté quand même pendant quelques années comme président de la CSN les radios de Québec, pour ne pas les nommer comme Radio X ou l'émission de M. Filion. Devant le conseil de presse, sont-ils considérés comme étant à ta connaissance, comme étant des organes des médias traditionnels? Bien, la station, oui, parce qu'ils engagent des journalistes, mais est-ce que cette émission-là, c'est considéré comme de la chronique d'opinion? Il faudrait poser la question au conseil de presse directement. Moi, je suis curieux, moi. Bon, ben c'est déjà tout, hein, merci. C'était très bon, excellent. On va te réinviter encore. Il reste mai, juin. Je t'avais d'avoir ma chaise avec mon nom ici. Ben oui, mais c'est parce que t'es bonne. Alors, après la pause, vous l'avez entendu depuis le début de l'émission, là, on va jaser avec Sébastien Trahan, qui est documentariste. Alors, on est de retour à Franchement les Tourneaux. Comme je l'ai mentionné en début d'émission, on reçoit Sébastien Trahan, documentariste, qui... écoutez, moi, je le connaissais pas, Sébastien, mais le dernier vol de Raymond Boulanger, cocaïne, prison et like, le printemps le plus long, l'affaire du pont, un documentaire sur Vice et les Proud Boys, puis là, un qui va apparaître bientôt, le code de méconduite. Dis-le en anglais, toi. Code of misconduct. Ça va être traduit? Comment ça va être traduit en français? Oui, le code de mauvaise conduite, ça va être la traduction française. Et oui, on pense que ça va être repris par une des plateformes de diffusion québécoises, éventuellement. Ça parle de quoi, ce dernier documentaire? Je ne sais pas si tu en as entendu parler. Il y a eu un gros procès sur 5 joueurs de Hockey Canada junior qui ont été accusés d'agression sexuelle. Et ce procès-là, on l'a suivi, moi et Laurence Côté-Colin. Wow! Laurence, qui est à côté de moi aussi, qui était la directrice photo du film. Donc on a eu la chance de suivre, dans le fond, à travers les yeux de Rick Westhead, qui est un journaliste sportif très connu à Toronto. C'est lui qui avait découvert... Lui, il a suivi le procès, là, les procès. Il a suivi le procès, mais il l'a même découvert. Donc, quand on parle de l'importance du journaliste d'enquête dans la chronique précédente, c'est exactement de ça qu'on parle. Parce que sans le travail de Rick Westhead, on n'entend jamais parler de cette histoire-là. Parce que la police, après les faits en 2018, il y a une soirée après la victoire du Canada en 2018 à London. Les gars... C'est le hockey junior, là. Hockey junior, et c'est une grosse soirée, très arrosée. Les gars sortent dans un bar après. Et un des joueurs, McLeod, rencontre une fille, décide d'aller dans sa chambre d'hôtel. Il y a une relation consensuelle qui se passe. Et après cette relation-là, il texte ses coéquipiers. De 7 à 10 joueurs, dépendant de la période de la soirée, ils sont venus dans cette chambre d'hôtel-là. Et il est allégué par la victime qu'elle n'aurait pas été consentante à l'ensemble des actes qui ont été provoqués ce soir. C'est l'histoire, si je ne m'abuse, sur laquelle Pascal Saint-Onge, qui avait été nommé ministre du Patrimoine, a levé les coudes puis a joué dur avec Hockey Canada. Oui, elle a joué dur. Mais avec justesse. C'est très, très nuancé. Les politiciens ont fait de la politique à ce moment-là. Parce que c'est sûr que c'était un dossier avec Hockey Canada. Donc, Hockey Canada avait loué la chambre d'hôtel et était responsable. Une fois que la première enquête policière a été fermée en 2018, la victime, 2 ans après, elle a décidé de poursuivre au civil Hockey Canada. Okay. Et Hockey Canada a décidé de régler à l'amiable. Et c'est beaucoup sur l'existence de ce fonds-là, de slush fund, qu'on a appelé que... La politique s'est faite. La politique s'est faite. Sauf que dès que tu poses à n'importe quel gestionnaire, est-ce que c'est normal qu'une grosse organisation qui a des revenus de 220 millions par année a un fonds pour les risques non assurables? Ouais. J'ai posé la question à 20 spécialistes de la gestion. Tout le monde m'a dit, c'est normal. Quand j'ai demandé aux avocats de la défense... Hey, est-ce que c'est normal? Est-ce qu'on est fâché contre Hockey Canada? Ils ont tous dit, on espère qu'ils vont prendre leurs responsabilités puis qu'ils vont régler à l'amiable avec les victimes. Donc, la responsabilité de Hockey Canada, après tout le scabrage de Mme Saint-Onge, la solution, ça a été juste de donner le mandat de juger
un cabinet d'avocats externe. Mais les pratiques n'ont pas changé parce que même les meilleures personnes dans les pratiques, ils ont analysé ce que Hockey Canada a fait. Ils ont pas mal fait la bonne chose. Ils n'ont pas nuit à l'enquête. L'enquête policière a été terminée. Oui. Et c'était ça qui était scandaleux. L'enquête a été faite très rapidement. Il y a certains éléments de preuve qui n'ont pas été analysés. Les vêtements de la victime n'ont jamais été analysés pour voir s'il y avait des traces d'ADN de certains joueurs. C'est tout ça qu'on apprend de nouveau dans ton documentaire? Ou ben non, ton documentaire fait un tour de piste de ce qu'on sait pas mal déjà? Ben, comme notre discussion là, la majorité des gens, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Ouais. Et c'était un peu que la même chose quand j'ai fait le documentaire sur la commission Charbonneau, la corruption, qu'on peut voir sur Crave. Souvent, on entend les grands titres d'une histoire. Le lundi, c'est passé quelque chose, c'est passé quelque chose 2 semaines après. Le film, ce qu'il fait, c'est qu'on remet toute l'histoire de A à Z. Et nous, au Québec, on a beaucoup entendu parler du jugement. Oui. Mais dans le jugement, il ne parle pas des pièces qui ont été refusées, les pièces en conviction qui n'ont pas été admises devant le procès. C'est fondamental pour comprendre tous les tenants et les aboutissants de la situation. Et nous, on n'est pas une cour judiciaire. Ces éléments-là sont publics. Donc, on a pu en parler et on comprend l'ensemble du fait, comment que la perception de la victime a été « je peux pas réagir à ce moment-là, je vais consentir à des actes qui me font dont je suis pas d'accord ». Et on essaie dans le film aussi de poser une grande question sur la culture générale. Tu sais, dans le documentaire, il y a un des avocats qui dit « Moi, je laisserai jamais ma fille sortir avec un joueur de hockey. C'est très fort, c'est dans la bande-annonce. Et tout le monde, il y a plusieurs personnes qui m'en ont parlé, que ça les fait réagir, puis ça m'a fait poser la même question. Est-ce que je laisserais mes nièces sortir avec des joueurs de hockey? Puis nous, la question qu'on essaye de poser dans le film, regardant ce que l'état de la culture est actuellement, c'est comment qu'on peut changer cette culture-là pour que quand les joueurs de hockey reçoivent un texto où est-ce qu'il y a 16 personnes dans le groupe chat et qui font « Hey, voulez-vous une relation à 3? » Il n'y a aucune personne qui a réagi, sauf ceux qui étaient d'accord. Il n'y a personne qui a dit « Hey, les gars, allez vous coucher, la soirée était assez longue. » On a assez bu, puis on a assez fait de folie. Ça va faire. Puis on va pas là. Donc, le documentaire essaie de poser cette question-là, comme je dis souvent. Ouais. On dit « Boys will be boys », les gars seront les gars. Il faut qu'on leur apprenne que des hommes agissent pas comme ça. Toi qui as l'air d'avoir de l'intérêt pour les affaires un peu pas mal criminelles, puis qui suit les procès, tout ça, t'as-tu suivi rapido ce qui s'est passé au Québec autour de M. Rozon, puis le jugement qui a été rendu? Vas-tu faire de quoi là-dessus? Ça pourrait être bon, ça? Ça pourrait être bon. Évidemment, je l'ai pas suivi en temps réel, les Courageuses. Je trouve que leur nom est extrêmement bien choisi. Oui. Chaque femme qui prennent la décision d'aller de l'avant, de confronter leur bourreau, sont toujours des courageuses. Moi, ce que je dirais, c'est que peu importe le résultat des cours, le plus important, c'est que les mentalités ont changé. C'est plus vrai qu'au Charlot, qui est le bar à côté du Juste pour rire, ça se passe aujourd'hui, en 2026, comme ça se passait en 2004. Les mentalités ont changé, puis c'est ça la force des Courageuses, c'est qu'ils ont fait changer des mentalités. Il reste du chemin à faire. Oui. Parce que moi, je dis souvent, quand j'étais adolescent, dans des écoles très, très bien pensantes, on me disait, quand une fille te dit non, t'arrêtes. Et c'était ça la norme. Mais quand tu parles aux jeunes garçons aujourd'hui, ils vont dire, faut que tu ailles chercher le consentement. Puis oui, il faut continuer à l'enseigner. Puis oui, il faut le dire. Mais on a l'impression en ce moment qu'il y a beaucoup de choses qui sortent. Bon, là, et c'est tant mieux. Marie-Ève, elle veut réagir. Parce que moi, c'est drôle. Je trouve tellement qu'on a une discussion qui tombe à point nommé. Parce qu'on a vu, là, en fin de semaine, l'Académie du viol en ligne avec les 62 millions de visites. Là, on sait pas. Non, moi, je suis désolé, en fin de semaine, je devais faire du plein air. Il y a une plateforme en ligne qui existe. Je pense qu'elle est américaine, là, sous toute réserve. Ça s'appelle une genre d'accumulé du viol. C'est des forums où des hommes se partagent des trucs pour bien droguer leurs femmes, pour abuser d'elles et les filmer pendant leur... En s'inspirant de ce qui s'est passé en France? Je pense que ça, c'était la pointe de l'iceberg. C'est avant l'histoire de France. 65 millions de visites par mois. Donc, tu sais, c'est peut-être pas 65 millions d'hommes qui vont voir ça, mais quand même, je veux dire, même si on faisait un petit mélange, là, puis qu'il y en avait 2-3 millions qui allaient à chaque 3-4 fois par mois, c'est immense. Donc, je pense que oui, le changement des mentalités, mais ça va prendre plus que ça, là. Tu sais, je veux dire, moi, comme femme, de voir qu'il y a des hommes qui conspirent sur Internet pour
droguer des femmes, abuser d'elles, les filmer. Je veux dire, j'en reviens pas là, en 2026 qu'on soit rendu là. Ouais, là, on n'est même plus dans obtenir le consentement, on est dans truquer le consentement. Ouais, l'anéantir totalement, c'est fou. Là. Le climat actuel aide vraiment pas. Là. C'est super polarisé. Là. Même, dans la même ordre d'idée, moi, je suis tombée sur un regroupement au Brésil où il y a une hausse de 20 % de popularité où c'est des hommes qui se pratiquent à se battre au cas où que la fille dit non. Il y a une grosse hausse de se violence. battre au sens d'agresser. De la frapper. Elle a dit non, non, je vais la les battre. cours d'autodéfense des écoles aussi, là, Calvaire rendu là. Non, on est quasiment là. C'est triste. OK, Oui, parce alors, que dire que les choses s'améliorent, puis que j'admire les courageuses, parce que moi, j'ai entendu des jeunes humoristes les citer en exemple, ça ne veut pas dire, puis il faut pas qu'il n'y a plus de travail à faire. fermer les yeux puis dire que les choses sont pas inacceptables. C'est pour ça qu'on consacre 1 an et demi de sa vie à faire un documentaire sur ce sujet-là, parce que c'est quelque chose qui va changer seulement si on en parle, parce que juste la moisissure aime pas la lumière. Bon, ça, c'est une belle conclusion sur ce documentaire. Il reste à peu près 2 minutes. It's not funny anymore. Vice to Proud Boys. Hey, ton anglais est tellement bon. Non, ça va moi, être bientôt à CBC Radio. Ah, toi, hein? non, oublie ça. Mais moi, j'ai appris avec ton documentaire que celui qui a créé Vice, c'est celui qui a créé Proud Boys. Je suis tombé en bas de ma chaise. Oui, c'est un élément de la culture montréalaise qu'on ne sait pas beaucoup, mais dans les années 95 à 2005, 2008, au début des années 2000, Gavin McInnes était à Montréal dans les grandes années des Foufounes électriques et a fondé le magazine Vice à Montréal avec 2 autres partenaires. Et pendant longtemps, c'était l'équivalent du Voir, du Ici. Alterno-punk. Alterno-punk, on pousse les idées. Et c'est beaucoup cette idée-là moi, je les voyais un peu de gauche. Toi, tu suivais ça, Vice, à l'époque. Oui, je trouvais. Puis là, Voir, j'étais à l'université à ce moment-là. Et, un moment donné, on réalise que c'était plus libertaire. Puis c'est là qu'on voit que des fois, des idées de gauche et de droite, poussées dans les extrêmes, se rejoignent. Et ce documentaire-là, justement, on partait avec avec un ancien journaliste du Vice, Thomas Morton, qui a travaillé avec lui à New York. Et on allait rencontrer d'anciens collaborateurs de Vice et qui se demandaient « Hey, qu'est-ce qui est arrivé avec Gavin? » Parce qu'au début, il faisait ces blagues-là, des blagues un peu sur les nazis, dans les bureaux de Vice, mais tout le monde pensait que c'était des blagues. Mm-hmm. D'où l'idée du titre « It's not funny anymore ». Puis on a été très chanceux, il y a eu une super bonne résonance. On a gagné le prix du Canadian Screen Award pour le meilleur documentaire l'année dernière. Donc, il y a un documentaire qui a fait beaucoup parler dans le Canada anglais. Donc, aussi, on voit des fois les deux solitudes où est-ce que j'ai eu moins l'occasion d'en parler à Montréal. On peut voir ça où, là? Sur la plateforme de CBC anglophone, donc qui s'appelle GEM, G-E-M. Okay. Et c'est aussi disponible sur YouTube si CBC a décidé de le mettre accessible à tous. Donc, vous avez juste à écrire It's Not Funny Anymore ou Gavin McInnes, GEM, CBC. Vous risquez de le trouver. Sébastien Trahan, merci infiniment. On va te réinviter. Pas mal intéressant. Écoute, vous connaissez mon numéro? On connaît ton numéro. Après la pause, Laurence Turcotte-Fraser va nous parler de pétrole. Alors, on est de retour à Franchement les Tourneaux. Alors, Marie-Ève Martel, Sébastien Trahan sont toujours avec nous. Et là, on est rendu à la chronique de Laurence Turcotte-Fraser. Bonjour, Laurence. Salut. Tu nous parles de l'or noir, de pétrole? Oui, aujourd'hui, en fait, je vais faire un petit crush avec une anecdote. Parce que moi, il y a 5 ans, j'avais tourné, on tourne toujours dans des choses intéressantes qu'on fait de la caméra, mais j'avais filmé une conférence sur la transition énergétique. Tous les nouveaux moyens de se déplacer, comment on pourrait faire une transition en énergie renouvelable, le solaire, l'hydroélectricité, tout ça. Et dans cette même conférence, il y avait le chef de ExxonMobil, qui est une des plus grandes compagnies de pétrole au monde, qui était assis dans sa chaise, très, très relax, puis qui a ri un peu, puis il a dit « C'est vraiment cute ce que vous faites ». Oh là là! C'est vraiment cute. En anglais, évidemment, je fais une traduction libre. Mais le pétrole est vraiment loin d'être parti. Puis avant de partir, ça va vous coûter vraiment, vraiment cher. 5 ans plus tard. Mais il y a quand même le mérite d'être transparent, quand même. Ah oui, il était très transparent. Il n'y avait aucun stress. Pas de gêne. Lui, il savait que cette position-là allait jamais vraiment l'affecter de toute façon, j'imagine. Mais c'est quand même comique qu'il se soit pointé à cette conférence-là pour venir en parler devant tout le monde. T'sais. Ah, absolument.
On est 5 ans plus tard, et maintenant, cette conférence a fait ressurgir ça chez moi, parce que je vous apprends rien pour vous dire c'est quoi la place centrale que l'essence a dans notre société. On se déplace avec ça. C'est ça qui nous nourrit. C'est ça qui fait les engrais avec l'urée. C'est ça qui met les engrais dans les champs pour nous nourrir. C'est ça qui fait le plastique, qui est à peu près dans tout ce que vous possédez. Et en ce moment, on vient de couper le robinet de l'or noir au monde, le détroit de Hormuz. Et là, il coupe, il ouvre, il coupe, il ouvre. Mais là-dedans, il y a entre 15 et 20 des ressources mondiales d'essence. Et pourtant, les marchés boursiers ne bougent pas. Il n'y a personne qui prend position. Mais à un moment donné, c'est drôle qu'on fasse ça. T'sais, la dernière fois que c'est arrivé, que des choses comme ça, le retour du balancier, ça fait ça, c'était avec les tarifs. Trump qui faisait tarif, pas de tarif. Tarif, pas de tarif. Mais les marchés réagissaient quand même aux tarifs un peu. Un petit peu. Mais maintenant, ils ne réagissent même plus. Mais ce qui est alarmant, c'est que pour le prix du baril du pétrole, si vous regardez le prix papier, c'est environ entre 90 et 100 $ US le baril. Mais le vrai prix pour bouger un baril de pétrole en ce moment, c'est un peu plus proche de 135 $ US. Une différence, grosso modo, là, au sein de près de 35 $ US. C'est la plus grosse différence qu'il y a entre le prix qu'on dit que ça coûte et le prix que ça coûte effectivement pour transporter quelque chose. Comment il s'explique cet écart-là? Ça s'explique parce que le vrai prix, dans le fond, ça s'appelle le Brent. Oui, le vrai prix du Brent. Le vrai prix du Brent. Puis c'est une projection dans 30 jours. T'sais. OK. Puis là, on arrive à un bout où les réserves s'amenuisent. Puis on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. On ne sait pas ce qui va se passer si ça ne se réouvre pas. Est-ce que c'est le fait de dire que ça l'est réouvert pour le refermer, c'est une façon pour donner une chance aux investisseurs de retirer leur investissement ou de faire quelques derniers moves avant que tout explose? On ne le sait pas, mais on se le demande vraiment. Parce que les derniers bateaux qui sont partis, en Europe, le dernier bateau qui est arrivé à destination du détroit de Hormuz est arrivé le 10 avril. Aux États-Unis, c'est le 15 avril. Et JP Morgan a dit que le dernier bateau qui a quitté le détroit de Hormuz le 28 février a atteint sa destination le 20 avril. Et avec tout ce qui est l'essence, même si on veut de plus en plus s'en séparer, on n'est vraiment, vraiment pas rendu là. Mais il y a un principe qui s'appelle la demande qui est inélastique. Si je vous donne un exemple, si vous êtes 100 personnes qui partez en avion, puis vous devez vous jeter de l'avion, puis que tout le monde doit avoir un parachute. Tu es d'accord? Toi, tu veux un parachute. Si tu sors d'un avion, tu veux un parachute. Si sur le marché, il y a 110 vendeurs de parachutes, bien, tout le monde est sûr d'avoir un parachute. Fait que là, les vendeurs de parachutes vont se battre pour être sûrs qu'ils vont vendre leur dernier parachute. Mais en ce moment, on arrive à un point où en fait, il y a comme 98 personnes qui vendent un parachute. Fait que là, vous êtes dans l'avion, mais là, il va y avoir 2 personnes qui n'auront pas de parachute. Fait que là, le prix du parachute va augmenter en flèche. Ah, bien sûr, parce que la demande va être plus forte que l'offre. Parce que la demande est plus forte que l'offre, puis en ce moment, tout est basé sur l'essence. Puis j'ai l'impression que tout ça va se dénouer là, dans les prochaines semaines. Le prix papier et le prix marché n'auront pas le choix de se rapprocher. Mais sans te poser une question, parce que tu n'es pas une spécialiste là, de la question du pétrole, mais quand même, tu as un point de vue qui est super intéressant. Il y a des gens qui font de l'argent avec la crise actuelle. Hein, comment il s'appelle, le fils de Donald, là, Barron? J'ai vu passer ça, moi, que Barron s'est enrichi avec le conflit actuel. Fouille-moi où c'est qu'il a investi. Nous autres, on devrait l'appeler Barrel. Oui, c'est Barrel. Barrel Trump. Oui, c'est ça, Barrel Trump. Non, mais il y a des gens qui tirent les ficelles quand même. Il y a du monde qui ne s'appauvrisse pas là, en ce moment-là, avec cette crise-là. Là. Surtout quand tu vois la différence entre le prix réel et le prix vendu sur le marché. Ben oui, absolument, parce que si on regarde il y a récemment, il y a quelques jours, là, à Singapour, le prix d'un baril, c'était loin d'être 97 $ US, c'était rendu 110. Et au Sri Lanka, c'est 236.
Je vais juste faire une petite précision pour que le public comprenne bien pourquoi la différence du prix du Brent puis le prix réel du marché. C'est que le prix du Brent, c'est le prix à l'extraction du pétrole, au moment qu'il sort du pétrole. Le prix du marché, il faut calculer le prix du déplacement, le prix... Le raffinage. Le raffinage, la différence de devises dans certains pays. Puis le pompiste. Donc, c'est tout ça qui fait l'écart entre le prix réel puis le prix à l'extraction. Oui. Et c'est cet écart-là qu'on n'a jamais vu qu'elle était aussi grand de l'histoire et que ça va peut-être créer des grosses problématiques. De façon plus importante même que lors de la crise, le choc pétrolier de 72-73. C'est surprenant parce que, tu sais, je veux dire, on le sait là, que les chocs pétroliers, là, il va en avoir encore dans le futur aussi. Puis, tu sais, on n'arrête pas de dire qu'il faut se défaire de notre dépendance au pétrole, mais tu sais, c'est des belles paroles encore. Tu sais, concrètement, qu'est-ce qu'on doit faire? Tu sais, comment on doit se libérer de ça? Il y en a partout, comme tu disais. Tu sais, j'ai écouté un documentaire sur Netflix aussi, tu sais, qui montre que nos organismes sont pleins de microplastiques, justement, à cause de ça. Il y a une chercheure qui accompagne 6 couples, puis elle essaie de voir si en se débarrassant du plastique dans leur maison, ça les aide à faire des bébés, tu sais. C'est incroyable, tu sais, puis je veux dire... Attends, qu'est-ce que tu dis là, toi? De se débarrasser du plastique, ça pourrait lui améliorer la fécondité. Mais c'est enlever le condom. Non. C'est excellent, déjà, c'est excellent. Elle est bonne, elle est très bonne. Mais non, c'est vraiment, tu sais, tous les contenants de plastique de ta maison, tous les objets, bref, mais c'est pas scientifique parce que c'est juste un très micro-échantillon, mais c'est ça, tu sais, c'est quoi que ça va prendre pour qu'on dise puis qu'on le fasse concrètement, se défaire de notre dépendance au pétrole? C'est vraiment à se demander pourquoi le Québec fait pas cette transition quand on a une ressource d'énergie propre qui est immense. Puis là, on enlève pas les commandites, mais les subventions qui peuvent aider les gens à acheter des véhicules électriques. On met pas beaucoup d'efforts à électrifier notre réseau routier. Aujourd'hui, pour la Journée de la Terre, on a décidé d'enlever... ils peuvent plus analyser l'eau dans les plages en ce moment. Il y a comme une espèce de refus global de notre société pourquoi on vendrait pas des panneaux solaires pour que les gens puissent les mettre sur leur maison pour pouvoir... Bien là, il n'y a pas une initiative avec Hydro qui font ça, là, qui encourage les gens à s'installer au solaire. Là. Mais c'est peut-être pas accessible à toutes les bourses non plus. On met pas énormément d'énergie dans notre système de transport public. Ça aussi, c'est un gros problème, à mon avis, parce que la journée où il n'y aura pas d'électricité, bien, ça serait bien le fun de pouvoir prendre le métro. Mais là, en ce moment, le métro est en train de s'écrouler sur nos têtes. Fait que pour moi, c'est toutes des questions qui je trouve que dans un Québec qui regarde vers l'avant, il faut se poser ça. Si on est tout le temps fragile à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui est un dirigeant dans un autre pays qui décide de bloquer un robinet qui est juste un courant d'eau dans l'univers en entier, ça nous met vraiment à risque, tu sais. Puis moi, j'avais vu, je pense que le Québec aussi, les gens au Québec sont pas nécessairement prêts à ce choc qui va arriver, qui va toucher tous nos portefeuilles, là, que vous ayez une voiture ou pas. Parce que selon le rapport de la firme financière MNP, on est dans le temps des impôts en ce moment, ils ont fait un sondage, puis 2 Québécois sur 5 pensent à la faillite. Puis 75% des Québécois sont à 200 $ de ne pas pouvoir boucler leur fin de mois. 75? Une augmentation des taux d'intérêt peuvent mener à une faillite personnelle. Ah oui, puis absolument. En ce moment, tout le monde est un petit peu à la corde. Ah oui. Comme la plupart des milieux, nous autres, dans le milieu des arts, on le voit énormément. D'ailleurs, la chronique on a vu que le communautaire à bout, là. Le chronique que j'avais fait la dernière fois, j'étais venue, je vous avais dit qu'on ressentait une grosse pression au niveau des arts. Oui. Il y a un article de journal qui vient de sortir aujourd'hui qui confirme une baisse de 20% des productions québécoises, dont 35% en fiction. Mais comme ça, nous autres avec des conséquences chez les gens, les travailleurs. Les consommateurs et travailleurs du milieu. Des travailleurs pratico-pratiques. On fait des séries documentaires avec moins de... Comparé à 2020 à aujourd'hui, j'ai de 4 à 7 journées de moins pour une série de 3 à 4 épisodes. Mais oui, tout à fait. Beaucoup. Il nous reste 2 minutes, Laurence. Fait que c'est ça. Il disait que... Mais avant, mettons, depuis la COVID, on disait souvent que c'est les personnes qui étaient plus dans le bas de l'échelle sociale, là, c'est peut-être mal dit, mais qui avaient de la misère à payer. Mais là, en ce moment, c'est 17% de leurs répondants qui avaient de la difficulté à payer leurs impôts qu'ils doivent au gouvernement, au fisc. Les banques alimentaires. Moi, quand j'ai commencé dans le mouvement syndical au début des années 90, un travailleur syndiqué pauvre, ça n'existait pas.
Le concept, quand on parlait de pauvreté au Conseil central de Montréal, on parlait des assistés sociaux, des gens qui étaient exclus du marché du travail ou des chômeurs, des chômeuses. Maintenant, dernière négociation du secteur public, il y avait près de 10 % des gens qui travaillent dans les centres de services scolaires, dans les services de garde, les cafétérias, tout ça, qui vont aux banques alimentaires. Une grande portion des employés d'Amazon ont des services alimentaires ou ont les chèques d'aide du gouvernement. Là. Oui. Absolument. Oui, ils appellent ça des food stamps. Mais, voilà. Je te remercie. Je ne sais pas quelle conclusion donner à tout ça, à part que moi, je trouve au Québec, on est vraiment bien positionné peut-être pour se poser les vraies questions et avoir les vrais outils pour se séparer de cette dépendance au pétrole qui est vraiment... Ça nous gruge de l'intérieur. Fait que, à réfléchir. Merci, Laurence Turcotte-Fraser. Merci, M. Trahan. On va vous réinviter. Marie-Ève Martel, toujours un plaisir. Je vous laisse en bonne compagnie maintenant avec notre ami Jean-Yves Lemay pour le reste de l'après-midi. FM 103.3